passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, la station d'épuration d'Acajou fait à nouveau parler d'elle. Des odeurs nauséabondes s'y dégagent à cause d'une panne d'hélice de la turbine d'aération des eaux usées. La réparation devrait prendre 3 semaines. Zoom ce soir sur le danger de la chlordécone dans nos assiettes. Le sujet anime les scientifiques qui tendent à dire qu'il ne faudrait tolérer aucun taux. Notre invité, le directeur général de l'ARS, Patrick Houssel, s'exprimera sur le sujet. Premier épisode ce soir de notre série consacrée à la gestion des offices de tourisme de l'île. Ils sont tous gérés par la communauté d'agglomération de leur zone. Nous verrons le dispositif mis en place par la CACEM. Enfin, nous parlerons également de la jeunesse qui réussit. Jomali Toribo vient d'intégrer officiellement la Marine nationale en tant que matelot. Après un parcours plein de succès au RSMA, la jeune Martiniquaise a confirmé son engagement aujourd'hui. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Si vous êtes passé sur l'autoroute au niveau de la Galéria ces derniers jours, vous avez sans doute vous en rendre compte, ça sent très mauvais. Comme l'année dernière, c'est la station d'épuration de la zone Acajou qui est en cause. Construite pour drainer les eaux usées de 5000 foyers, la zone en compte aujourd'hui 7000. Le site est donc saturé. De plus, l'hélice de la turbine d'aération est en panne. Reportage d'Alizé Lutran et de Jean-Marc Dabrou. La turbine de la station d'épuration d'Acajou mise à terre, son hélice immergée dans ce bain d'eau usée coincée sous 1 mètre de boue. Voilà la cause des odeurs nauséabondes qui incommodent les commerçants de la zone des Mangles juste en face. Le matin, c'est beaucoup plus intense que pendant la journée ou en fin de journée ou le soir. Ça pose problème puisque bon, même pour l'entreprise, si on veut mettre des tables dehors, c'est pas évident de manger dans des odeurs nauséabondes. À l'intérieur, ça va, c'est fermé. C'est quand on sort effectivement dans la zone que l'odeur est beaucoup plus forte. Une émanation d'odeur plus forte que d'ordinaire qui a aussitôt alerté les agents d'Odyssey. Un plongeur est descendu ce matin au fond de la cuve, mais impossible de localiser l'hélice. Sans turbine, les eaux usées ne sont plus brassées. Sans oxygène, elles fermentent. Nous avons pu contacter donc un autre exploitant qui nous mettra à notre disposition un autre appareil qui ne va pas remplacer la turbine, mais qui va permettre d'insuffler de l'air et atténuer encore plus les odeurs. On a contacté le fabricant, parce que l'hélice se fabrique sur mesure et ça se fait en France. Et ce fabricant a accepté donc de mettre la fabrication de l'hélice en priorité, ce qui va permettre de réduire le délai de livraison donc à 3 semaines alors qu'il était prévu initialement à 6 semaines. La station d'épuration n'en est pas à son premier dysfonctionnement. Construite au départ pour drainer les eaux usées de 5000 foyers, elle sature aujourd'hui face à la forte urbanisation de la zone. Pour pallier ce phénomène, un nouveau projet a débuté depuis 4 mois. Qui va consister donc à supprimer la station d'épuration d'Acajou et à la remplacer par un poste de refoulement, un poste de pompage qui va permettre donc d'acheminer les eaux usées qui arrivent ici vers une autre station d'épuration qui se trouve à Gagneron. 9 millions d'euros au total ont été injectés pour ce chantier. Le raccordement devrait être opérationnel à la fin de l'année et les mauvaises odeurs enfin volatilisées. Attention, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Martinique cet après-midi. David Mussard, âgé de 41 ans, a disparu depuis le vendredi 2 février dernier. Résident au quartier Font-Brûlé sur la commune de Ducos, il n'a pas donné signe de vie. Depuis le vendredi, justement, les recherches réalisées avec le renfort d'un chien sont restées vaines et les investigations en cours n'ont pas permis de localiser ou d'orienter les recherches. David Mussard mesure 1,76 m et de type métis, cheveux longs avec une barbe. Il porte un tatouage représentant un puma sur le bras droit. Pour toute information, vous êtes prié de contacter la brigade de Ducos au 05 96 77 25 29. Je répète, 05 96 77 25 29 ou de composer le 17.
Place à notre page santé avec un focus ce soir sur la chlordécone. Le sujet n'a pas fini d'agiter les spécialistes et depuis peu la classe politique. Juste avant de recevoir le directeur général de l'ARS, je vous propose de faire le point sur les dernières annonces à ce sujet avec ce reportage de Jean-Marc Dabrul. Le chlordécone, un véritable casse-tête sanitaire, fait l'objet de nombreuses polémiques. Dernière en date, cette passe d'armes au Sénat entre le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel et la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Quant aux amendements visant à intégrer la problématique de la chlordécone aux Antilles, je crains qu'ils n'engendrent une confusion avec le plan éco-phyto et les études épidémiologiques en cours, notamment de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de Santé publique France. L'enjeu de la chlordécone est bien différent de celui qui occupe la proposition de loi qui concerne l'exposition actuelle aux phytosanitaires autorisés. Je rappelle que le chlordécone, quant à lui, est interdit en Europe depuis 2007. Si nous incluons dans le dispositif un lien entre utilisation des phytopharmaceutiques et une pollution, et non plus un lien entre une exposition et une indemnisation, nous ferons perdre au fond sa vocation essentielle d'indemniser des personnes. Au moment où je vous parle, par les décisions de l'État, Madame la Ministre, plusieurs fois où on a autorisé la vente après 1976, alors que le pays libéral que sont les États-Unis l'avait interdit. Et il faut beaucoup de choses pour qu'aux États-Unis interdisent des produits de l'industrie chimique et pharmaceutique. On l'a autorisé. On a même à 3 reprises donné des dérogations. On l'a fait. On a relevé à 2 reprises, en 2008, et vous savez, Madame la Ministre, que le seuil, les LMR européens, c'est 10 microgrammes. Nous, on a dit c'est 20 microgrammes. Ça permet de vendre la banane, ça permet de vendre nos légumes, ça permet de ne pas indemniser les planteurs et les éleveurs. Pour la viande rouge, c'était 20 microgrammes. Eh bien, en 2013, on l'a porté à 100 microgrammes. Pour les viandes blanches, c'était 20 microgrammes. On l'a porté à 200 microgrammes. Donc, on n'indemnise pas les éleveurs. Qui fait ça? C'est l'État et l'Europe. Et aujourd'hui, donc, ce sont des producteurs, donc indemnisation économique. Là, il y a les indemnisations des malades. Et vous dites, circuler, pardonnez-moi de dire ça, souffrez que je vous le dise, circuler, il n'y a rien à voir. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié par le journal Le Monde, revient sur des décennies de connaissances accumulées sur le dossier. Et pour le docteur Jos Pélage, il n'y a pas lieu de tergiverser. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter de doses, de petites, de 20, de 100, de 200. Est-ce qu'on a eu raison d'augmenter ou pas? Je crois qu'à partir du moment où on raisonne en perturbateur endocrinien, la question de dose ne se pose plus. Il faut 0. Mais voilà, les décisions ne sont pas encore prises. Et à l'Agence régionale de santé de Martinique, un syndicaliste parle même de mise au placard de certains fonctionnaires spécialistes de la question. Nous avons été reçus par le directeur général de l'ARS qui, évidemment, a refusé d'admettre qu'il y avait une mise au placard de certains personnels. Il a mis ça sur le compte d'une nouvelle façon de manager ses équipes. Alors on le voit, cette nouvelle façon de manager les équipes, ça se traduit de fait par des personnels qui sont chargés normalement, qui sont experts sur ce dossier, qui ne peuvent plus aller en réunion. Ça se traduit par des documents écrits où on nous demande de ne pas nous rendre dans des débats publics. Le syndicaliste a fait part de ses interrogations par courrier à la ministre de la Santé, un courrier qui reste à ce jour sans réponse. Et pour parler plus globalement de ce sujet, nous recevons ce soir, je vous le disais, le directeur général de l'ARS, Patrick Houssel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs thématiques à aborder dans ce sujet. Vous avez entendu les déclarations du docteur dans le reportage. Il ne faudrait avoir aucun taux de chlordécone dans nos assiettes. Quelle est la position de l'ARS à ce sujet? C'est un objectif que nous partageons. C'est un objectif que nous aurons des difficultés à atteindre dans l'immédiat. Mais nous mettrons tout en œuvre, effectivement, pour tendre au 0 chlordécone. Mais vous êtes conscient, vous êtes d'accord sur le fait que ce soit très dangereux, le fait qu'il y ait ne serait-ce qu'un millimètre, 1 milligramme de chlordécone dans nos assiettes? Écoutez, le taux d'imprégnation de la population des Martiniquaises et des Martiniquais à la chlordécone ne cesse de décroître. Les études que nous avons menées avec l'INSERM depuis maintenant une dizaine d'années montrent régulièrement que ce taux régresse, décroît. En 1999, nous étions à 5,5 microgrammes par litre.
Aujourd'hui, en 2017, nous sommes à 0,14 microgrammes. Nous mettons tout en œuvre pour diminuer, faire décroître ce taux dans l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait attendre tranquillement que ça descende ou Mais nous avons comment? Alors, je ne suis pas. Vu que les rapports sont quand même clairs, on montre que le taux de cancer est très élevé en Martinique et dû à cette chlordécone, que les grossesses, pas les grossesses précoces, pardon, mais les accouchements prématurés sont dus à cette chlordécone, est-ce qu'il faudrait attendre encore plus? Alors je veux m'inscrire, non pas en faux, mais je voudrais rectifier une information que vous venez d'apporter s'agissant du cancer. Le taux de mortalité du cancer en Martinique est bien plus faible que dans l'Hexagone. Mais il y a plus de cancer, il y a beaucoup de Non, cancer. il y a moins de cancer en Martinique que dans l'Hexagone. En pourcentage? En pourcentage. Nous avons un taux de mortalité pour 100 000 habitants, je vais vous donner un chiffre, 216 pour 100 000 habitants chaque année. Il est de près de 250 dans l'Hexagone. Donc, par contre, le cancer de la prostate, effectivement, connaît un taux qui est plus élevé ici en Martinique. Vous avez tout à fait raison. Et ce cancer de la prostate, certains l'expliquent par le chlordécone. Il y a bien d'autres facteurs de risque que la chlordécone. Il peut y avoir des facteurs liés à l'obésité notamment, ou à la génétique. C'est un facteur de risque qu'il ne faut pas renier, effectivement, la chlordécone, mais ça n'est pas le seul facteur de risque. En tout cas, s'agissant du cancer, on meurt moins du cancer en Martinique que dans l'Hexagone. Alors, dans le reportage, on a vu un représentant de la CDMT qui déclare que finalement certains salariés qui seraient trop alarmistes, en tout cas selon ses déclarations, seraient mis au placard. Quelle est votre position? C'est complètement inexact. Enfin, j'ai d'ailleurs rencontré cette organisation syndicale. J'ai rencontré également les personnels concernés par ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de mise au placard. Il n'y a pas de pression exercée pour limiter l'information du public. L'information apportée aux Martiniquaises et aux Martiniquais, qu'elles viennent ou des médecins ou des ingénieurs de l'ARS ou de la direction, ces informations sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas de mise à l'écart. Je m'inscris en faux contre cela. Alors concrètement, que l'on comprenne bien, quelles sont les actions qui ont été mises en place, qui sont mises en place pour résoudre ce problème d'empoisonnement au chlordécone? Alors l'ARS, effectivement, l'ARS participe à un plan d'action, enfin met en œuvre, un plan d'action, au-delà donc des travaux de recherche auxquels je faisais allusion il y a quelques instants. Nous avons donc des campagnes d'action auprès des populations les plus vulnérables. Je pense notamment aux jeunes femmes en âge de procréer, auxquelles nous allons apporter de l'information sur les habitudes alimentaires à respecter. Quelles devraient être les habitudes alimentaires? Eh bien, de s'approvisionner exclusivement sur les circuits contrôlés. Nous avons également un programme d'accompagnement des familles détentrices de parcelles sur lesquelles nous avons réalisé des examens, nous avons des analyses de sol. Nous avons réalisé depuis 2008 2800 analyses de sol. Et lorsque une famille est détentrice d'une parcelle, d'un jardin, un jardin familial dans lequel il y a de la chlordécone, nous intervenons pour informer d'abord cette famille et pour l'amener à d'autres habitudes culturelles et pour consommer différemment. Donc c'est un programme d'accompagnement. Et puis nous avons un plan d'information, un plan d'action pour informer. Nous avons édité des fiches il y a quelques mois qui sont disponibles sur le site de l'Internet. Et savez-vous que nous avons en moyenne 6000 visites sur notre site pour consulter ces fiches, pour consulter notre site. Donc c'est un point important. Et de la même façon, ces personnels qui auraient été à entendre cette organisation syndicale mise à l'écart, sont intervenus dans les médias, sont intervenus dans un débat public organisé par la collectivité territoriale au mois de novembre. Donc il n'y a pas de censure, il n'y a pas de mise à l'écart. Je veux insister là-dessus. Très bien. Dernière question, qui ne concerne plus du tout le chlordécone. Nous passons maintenant au dossier du CHU, qui est depuis peu géré par une instance, enfin sous-géré par l'État. Un aide-soignant nous a fait part des conditions indignes dans lesquelles certains malades étaient traités. Par exemple, très peu de couches,
par rapport au nombre de patients. Quel est votre regard dessus? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe au sein du CHU? Nous avons été informés effectivement de cette difficulté rencontrée par les services de l'hôpital, difficultés qui tiennent à l'approvisionnement. Il y a des services confrontés à de graves difficultés d'approvisionnement, notamment au centre Emma Ventura, puisque c'est de ce service auquel vous faites allusion. Ce sont des difficultés, c'est malheureusement une difficulté supplémentaire que connaît l'établissement. C'est lié à des délais de paiement des fournisseurs qui sont aujourd'hui trop longs et sur lesquels nous intervenons. Alors je suis intervenu auprès du ministère de la Santé il y a quelques semaines et qui a versé, donc qui a débloqué un crédit d'urgence de 11 millions d'euros pour justement faire face à ces difficultés d'approvisionnement. Donc j'espère que, et notamment avec l'aide de l'administration provisoire en place, comme vous le savez, depuis 6 mois, pour 6 mois, pardon, nous allons pouvoir améliorer les délais de paiement, les délais d'approvisionnement et donc la gestion des stocks. La situation devrait être résolue d'ici combien de temps? Parce que ça urge quand même quand il s'agit de ne pas avoir de couches pour les patients, ça urge. Je ne suis pas directeur de l'hôpital et je ne peux pas vous répondre. Je sais que nous avons apporté des crédits et que la direction de l'établissement a passé des commandes. Donc voilà, nous sommes dans l'action. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Le président du conseil exécutif de la CTM qui fait un bras d'honneur en plein défilé de la fête patronale de Sainte-Luce. La scène qui a été enregistrée hier a fait le tour des réseaux sociaux. Les commentaires sur Facebook sont très partagés. Nicaise Monrose, quant à lui, le maire de Sainte-Luce, s'est exprimé par communiqué et déclare déplorer les invectives dont a fait l'objet Alfred Marie-Jeanne, je cite, de la part d'un individu au comportement déviant et irrespectueux connu de tous à Sainte-Luce pendant la manifestation. Fin de citation. Tout autre chose maintenant. Depuis le 1er janvier 2017, le tourisme est devenu une compétence des communautés d'agglomération. Vous savez, ici en Martinique, il y en a 3, la CACEM, Cap-Nord et l'Espace Sud. Gros plan ce soir sur la gestion de la CACEM. Si les communes de Fort-de-France, Schellcher, Saint-Joseph et le Lamentin conserveront leur office de tourisme, elles dépendent désormais d'une entité unique, l'OTC, l'Office de tourisme Centre. Reportage de Sandrine Claude. On les trouve à la bibliothèque, sur le Malécon ou encore à la cathédrale. En haute saison, les stewards urbains sont une quinzaine à guider touristes et croisiéristes. Des agents dont le rôle principal est d'orienter vers des sites foyalais. Mais depuis l'attribution il y a 1 an de la compétence tourisme aux communautés d'agglomération, leur tâche a sensiblement évolué. Nous proposons aussi des activités qu'on peut faire aussi au niveau de Schellcher, de Saint-Joseph et aussi du Lamentin. Désormais, les 4 offices de tourisme de la zone CACEM vont être regroupés en une seule et même structure. La SPL a repris le personnel des 4 OT de Saint-Joseph, Schellcher, le Lamentin et Fort-de-France, ce qui fait quand même une équipe de 24 personnes. Évidemment, nous sommes, si je puis dire, en phase un peu de rodage, il est normal, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble, à se connaître, à travailler ensemble, et surtout à passer de l'échelle de leur commune, du territoire de leur commune, à l'échelle communautaire, ce qui demande un petit peu d'adaptation. Pour la communauté d'agglomération, une chance à saisir pour adopter une politique de développement plus ambitieuse pour tout le territoire. Nous sommes en train de faire une structuration de l'offre qui est basée sur la conception de produits touristiques. Des produits touristiques autour du spiritourisme, de la gastronomie, de l'événementiel, du nautisme, de la plaisance et de la croisière. Donc voici en tout cas la base de nos actions pour les mois à venir. À travers cette loi du 1er janvier 2017, la volonté de favoriser l'intercommunalité. Situé rue Victor Hugo, l'office de tourisme Centre sera inauguré en grande pompe ce jeudi. Parlons maintenant de la jeunesse qui réussit. Elle s'appelle Jomali Toribio et elle vient d'intégrer officiellement la Marine nationale en tant que matelot. Après un parcours plein de succès au RSMA, la jeune Martiniquaise a été à l'honneur aujourd'hui dans une cérémonie organisée au Fort Saint-Louis pour entériner son engagement. Elle s'envolera dès ce jeudi pour l'Hexagone où elle suivra une formation de 2 mois avant d'exercer ses fonctions au sein de la Marine. Voyez les réactions recueillies par Sandrine Claude. Mon rôle, ça sera d'assurer, je serai déjà sur un porte-avions
qui sera ce porte-avions de Charles de Gaulle. Et ma mission, ce sera d'assurer les arrivées des avions, des hélicoptères. Et puis je serai là pour faire les fixations, les manœuvres. Je suis fière je suis prête à partir et puis je reste toujours positive. C'est une réussite parce que c'est une enfant qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur de s'engager et puis qui n'a pas hésité, même pendant sa période militaire, de toucher à différents secteurs. En 2017, on a recruté 52 jeunes dans la Marine nationale et qui sont partis des Antilles pour rejoindre, comme je vous ai dit, soit Toulon, soit Brest ou Cherbourg. Donc effectivement, à l'image des Antilles, c'est une belle réussite, mais on essaye tous les jours encore plus de rayonner aux Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guadeloupe où un audit géré par le gouvernement pour comprendre la problématique de l'eau dans le département a été lancé ce matin. Nous irons également en Guyane avec un retour sur la prestigieuse grande parade de Kourou. Plus de 40 groupes à pied ont défilé avec leurs plus beaux costumes ce week-end. Enfin, nous irons également à Saint-Plus, en Martinique, bien évidemment, avec une très bonne haute saison touristique pour les commerçants de la commune. Je vous le disais, partons tout de suite en Guadeloupe où un audit a été lancé par le gouvernement pour tirer au clair la problématique de l'eau dans le département. 4 inspecteurs généraux ont été délégués pour cibler les travaux les plus urgents à réaliser et réorganiser les structures gestionnaires. La mission a commencé ce matin et Yvan Lemar vous la présente. Regardez. Ce matin, l'exécutif de la région Guadeloupe a été auditionné durant 1h30 par une délégation interministérielle composée de 4 membres. Objectif, faire un état des lieux, faire des propositions au gouvernement et définir le cadre de l'engagement de l'État dans le dossier de l'eau. C'est une décision du gouvernement que de dépêcher une mission d'inspection générale, à la fois du ministère de l'écologie, des finances et de l'intérieur. Donc bien sûr, nous réservons nos propositions à nos commanditaires, à nos ministres commanditaires. Et je pense que d'ici la fin du mois ou début du mois de mars, les ministres auront l'occasion de faire part de leurs décisions. Ce n'est pas à des corps d'inspection à décider, mais simplement à éclairer le gouvernement. Parmi les points abordés, la mise en place du plan d'urgence, le plan de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement, mais aussi l'état des réseaux, les compétences et engagements de la région. Nous avons fait le tour avec lui concernant les travaux d'urgence à entamer. Et comme je l'ai expliqué, ce qui est important pour moi, ce n'est pas quel type d'agglomération qui aura le leadership, mais c'est surtout comment donner de l'eau à tous les Guadeloupéens dans un laps de temps réduit. Et voir avec le président, et je pense que c'est la question la plus importante que nous avons posée à cette délégation, voir comment le président de la République peut bousculer les procédures pour que nous puissions diminuer le délai des appels d'offres pour commencer rapidement les travaux. Nous avons fait le tour concernant les difficultés que nous rencontrons en matière de chômage, les difficultés du CHU et d'autres problèmes qui risquent d'avoir une explosion sociale si nous ne prenons pas à bras le corps ce problème d'eau et régler définitivement ce problème. La mission interministérielle rencontrera l'ensemble des acteurs du dossier durant la semaine. La remise de ses conclusions au gouvernement est prévue à la fin du mois. Direction la Guyane avec les festivités du carnaval qui vont bon train. La grande parade de Kourou a tenu ses promesses pour sa 20e édition. Plus de 40 groupes à pied ont défilé en musique avec de magnifiques costumes. Pierre Tréfou a capté l'ambiance pour vous. Regardez. Des costumes scintillants et des groupes venus de toute la Guyane, voici la parade du littoral à Kourou. Pour la 20e édition de la Parade du Littoral, plus de 40 groupes ont défilé, dont un groupe venant de Martinique. Mais cette année, pas d'invités venant du Suriname ou du Brésil.
cette édition, la parade est primée et c'est le groupe Wanted qui remporte le premier prix. La parade du littoral à Kourou a duré 4 heures et a enchanté le public venu nombreux. Mais à la fin de ce spectacle, des incidents violents ont quelque peu terni la fête. De retour en Martinique et parlons des événements sportifs qui ont marqué le week-end. Le nouveau sacre de Mandy François Elie à la nuit des champions en tant que meilleure sportive de l'année 2017. Le raid L'Amitié qui est revenu à Pierre Bureau. Et enfin, en cyclisme, Willy Roseau a confirmé sa bonne forme en remportant le Grand Prix de Sainte-Luce. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Le Chertier. Mandy François Elie sacrée pour la deuxième fois sportive de l'année. La championne de France handisport sur 100 et 200 mètres était absente et ce sont ses parents qui ont récupéré sa récompense. Dans la catégorie moins de 16 ans, c'est la karatéka Sarah-Lisa Hubert qui a été sacrée. Enfin, en sport collectif, c'est la sélection masculine de volleyball qui a été récompensée. Direction la mer, c'est dans la baie du Roubert que Philippe Berquin et Gilles Pontieux ont achevé leur traversée île Canaries-Martinique à la rame. Une traversée effectuée en 51 jours et 12 heures afin de sensibiliser aux maladies dégénératives et au bien-être des seniors. Le raid L'Amitié, long de 40 km entre le Prêcheur et le Prêcheur en passant par la montagne Pellier et Saint-Pierre, est revenu à Pierre Bureau de l'Aiglon. Il parcourt la distance en 5 heures, 8 minutes et 23 secondes. En cyclisme, le Grand Prix de Sainte-Luce est revenu samedi à Willy Roseau du Madina Bikers devant Jordan Pleubert de la POJ et Michael Stanislas de l'UCS. Sport collectif, handball féminin, la 12e journée du championnat de prix national a été marquée par les victoires de l'entente AS Mondizès gauloise, de l'USC Citron, du Réveil sportif et du Club Sport. Au classement, l'entente AS Mondizès gauloise est leader devant le Réveil sportif, l'USC Citron et l'Arsenal. Chez les hommes, l'espoir de Floréal, l'USC Citron et la Gauloise se sont imposés, score nul entre le Réveil sportif et le TS franciscain. Les Citronnais sont leaders devant l'Amantinois, Floréalais et Gros-Mornais. En basket masculin, la 13e journée du championnat de N3 a vu les victoires de l'USAC, du Golden Lion et du Wax. Au classement, les Joséphains sont leaders devant Franciscains, Floréalais et Trinitéens. Chez les femmes, une seule rencontre a eu lieu et la Gauloise s'est imposée. En volleyball féminin, le tour préliminaire de la Coupe de Martinique a vu les qualifications de l'Espoir, de la Mairie sportive, du RCA et de la JS franciscaine. En football, 5 formations se sont imposées lors de la 15e journée du championnat de Régional 1. Le club franciscain, le Racing, le Golden Lion, le club colonial et l'Aiglon ont empoché les 4 points de la victoire. Partage des points dans les autres rencontres. Au classement, le Racing mène la danse devant Joséphin, Franciscain et Foyalais. Chez les femmes, la 4e journée des matchs retour a été marquée par les victoires du Racing et du club franciscain. Au classement, le RC Saint-Joseph, le club franciscain, l'Émulation et le Racing trustent les premières places. ATV reste proche de vous. Place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Sainte-Luce avec des commerçants qui vivent très bien cette haute saison. Les touristes sont très nombreux à choisir cette commune du Sud pour se loger, se restaurer ou encore faire des emplettes. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Le mémoire de Lucien, on n'a jamais vu autant de touristes dans la ville. Un mouvement qui a commencé, nous dit-on, depuis le mois de décembre. En tout cas, on peut dire que c'est bon pour les affaires. À Sainte-Luce, commerçants et restaurateurs se frottent les mains en espérant que la manne puisse leur profiter le plus longtemps possible. Moun dans la rue, des touristes comme on n'avait jamais vu et des sourires aussi. Cette année, on a beaucoup plus de monde. Alors on ne sait pas si c'est par rapport au fait qu'on a eu pas mal d'intempéries comme des cyclones d'Irma et de Maria au mois de septembre, mais cette année on a beaucoup plus de touristes que d'habitude. Ça fait du bien. Énormément. Ça fait 12 ans que j'ai le restaurant et tous les ans on a une progression de fréquentation. Cette année, encore un peu plus que les autres années.
Donc c'est bien pour la Martinique. Et le chiffre d'affaires s'en ressent? Ça va augmenter, on ne va pas se voiler la face, hein, c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas de tout repos tout ça. Pourquoi? C'est du boulot, hein, c'est que du fait maison, donc forcément. Hein. Depuis à la fin décembre, les touristes comme ça. Certains connaissent déjà la petite ville de pêcheurs et c'est l'occasion de revenir, histoire de passer quelques jours au soleil, les pieds dans l'eau. Vous prenez quoi là? Je prends tous les décors, je prends tout chez vous, c'est tout magnifique, c'est tout merveilleux. Moi j'aime Sainte-Luce, mais on était à Sainte-Anne. Mais je trouve sympa Sainte-Luce, un peu plus vivant que Sainte-Anne. C'est le Caribe, représente le Caribe, les gens ils sont très accueillants, on se sent bien, on se sent comme à la maison. Moi je suis cubaine et là je me sens comme chez moi. Ben voilà, je me suis fait de nouveaux amis, Janine et Marcel, heureux d'être au pays en tout cas. Hein. Ravis de notre séjour. Voilà, en tout cas pourvu que ça dure. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking de l'hypermarché géant Robert. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier L'Aménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. Je vous retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèpia. A tout de suite. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.